y a peut-être 3 ou 4 grands problèmes. Il y a un problème de financement de la protection sociale. Et nous, on est en train de vivre le même problème, et on va certainement vivre pendant longtemps ce problème-là. Il y a un problème d'unification du système de protection sociale. Dans beaucoup de pays, il y a un mélange de 2, 3, parfois plus de systèmes de protection sociale. Et il y a un problème d'unification de la mobilisation sociale. C'est vrai que aussi bien, on est en train de vivre le même problème, aussi bien en Amérique latine que dans d'autres pays. Il y a les travailleurs du secteur informel, il y a les travailleurs du secteur informel, il y a les travailleurs de la santé, et ils n'ont pas forcément le même point de vue sur la protection sociale. Il peut y avoir des clivages et parfois même des contradictions. Et je crois que si on veut avancer, il faut arriver à unifier un peu l'ensemble de cette mobilisation sociale autour de tels indicateurs qui rassemblent ces mouvements également. Bon. Je voudrais également intervenir sur un autre point en rapport avec la discussion de ce matin. Je crois que la protection sociale, elle est menacée par la politique néolibérale. Mais dans nos pays, dans les pays arabo-musulmans, il y a une autre menace qui pèse. C'est celle des mouvements politico-religieux qui s'inscrivent un peu aussi dans la politique néolibérale en matière de violence de l'État. Ils considèrent que l'État n'a aucun rôle dans la protection sociale, dans la santé, et ils considèrent que la santé doit être prise en charge par des mouvements, par des associations qualitatives, se basant sur la charité, sur la zakat musulmane, pour financer ces activités de protection sociale, en particulier de santé, et pour garder la main sur ces actions, pour pouvoir les contrôler. D'autant plus que ces mouvements politico-religieux ne s'inscrivent pas dans la perspective des droits humains, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes. Et c'est un mouvement qui s'est développé dans un certain nombre de pays arabes, en particulier en Égypte, etc. Et en Tunisie, c'est un mouvement qui cherche à se développer, et on entend tout un discours actuellement dans notre pays, probablement dans un certain nombre de pays arabes et musulmans, pour limiter le rôle de l'État dans ce domaine et développer des associations caritatives qui s'occupent de ces questions-là. Alors la question que je pose, probablement que le problème s'est posé différemment en Europe, dans l'histoire de l'Europe. Est-ce que le problème s'est posé dans d'autres pays, en particulier en Amérique latine, mais probablement dans des circonstances tout à fait différentes, parce que les échos que j'ai, c'est que au moins une partie de l'Église latino-américaine avait des positions un peu progressistes et en rapport avec le mouvement social latino-américain. Je crois que si vous attendez un peu, je vais essayer de répondre à cette question, au lieu de répéter la question, je vais commenter la question. Je crois que c'est plus facile. Mais on fait en rond maintenant des interventions et alors on essaie de répondre aux questions. Mais venez ici parce que je crois que c'est mieux si vous parlez des membres et des secrétaires. I would like to thank all the presentations. Of today. My concern is about the last presentation about the patient satisfaction research in Tunisia. I'm from Turkey and we have an experience since a decade of such researches. To my opinion, it is a tool of market in health sector because it is based on the demanded patients' reactions about the system. Since if I could
reach, if I could catch sufficiently, there is a population which is not, who are not covered by a social insurance. It was in your example, I think 16% or so. These are the most vulnerable people in the society and have less access to the system of healthcare and are not represented in such researches. And it is not reflecting the needs of the whole society. That's my concern. And it does not give, at least to me, it did not give any impression about the situation of health of Tunisian people. Because there is an approximate level and there are regions below and above, but the approximate level is satisfying or not, I could not get any impression. So I would rather obtain risk ratios or population attributable risks of the different regions of Tunisia and the relation of social determinants of health and the level of health in some certain selected health indicators like infant mortality rate, maternal mortality rate. I would have a more broad impression about what is the health situation of people in Tunisia. That was my concern I wanted to share. Thanks for all the presentations. On fait la suite. C'est tout comme ça, tout. Comme ça, tout. Merci. J'exprime d'abord ma satisfaction par rapport aux idées qui sont depuis ce matin. J'avoue qu'il y a quand même quelques aspects sur lesquels on dit de beaucoup plus de précision. La précision, c'est pas... Il y a des aspects sur lesquels j'ai envie d'avoir un peu plus de précision. C'est d'abord cette résolution des Nations Unies par rapport à la protection du cancer. Il semble que l'idée a été initiée par un certain nombre d'organisations et que c'est approprié finalement par la résolution qui est mise. Mais entre-temps, il y a une modification qui est intervenue. On a besoin justement de savoir concrètement de l'histoire de cette résolution-là. La modification a voté sur quoi? Qu'est-ce qui a été altéré comme oublié génial au chemin faisant? Parce qu'il y a quand même ces affirmations qui s'annoncent sur le développement. Jusque-là, je n'arrive pas surtout à capter les éléments nouveaux, les modifications, ce qui a un peu altéré la proposition initiale qui a été présentée. La deuxième chose, c'est qu'on aborde la question de protection sociale sur 2 ans. Soit le minimum qu'il faudrait garantir aux personnes vulnérables, et tout. Il y a toute une gymnastique en fait qui est faite pour fabriquer des concepts. Tu peux varier 2 milieux à un autre. Mais cette gymnastique de fabrication de concepts se méfie de l'approche basée sur le droit. Justement parce que l'approche basée sur le droit détermine les responsabilités et les obligations. Et que l'ordre les dilue. Et c'est pour cela que j'ai envie beaucoup plus qu'on valorise cette façon d'aborder les débats. Mais ça fait partie quand même de ce qui reste à être fait. Quand on aborde la santé, non pas en tant qu'expression d'une situation de quelqu'un qui n'a pas un niveau financier élevé, mais plutôt comme étant la preuve de quelqu'un qui se trouve dans une situation de ne pas pouvoir exercer son droit parce qu'il y a quelqu'un qui détient l'obligation de mettre en œuvre ce droit. Le deuxième aspect, parce qu'il y a quand même 3 obligations qui impliquent la reconnaissance du droit à la santé. C'est l'obligation de protéger, de promouvoir et de donner effet. On sait sur qui ça s'applique. Or, toutes les théories qu'on avait, n'est-ce pas, quand même un peu de ne sont pas étrangères au débat qui ont caractérisé le passage de la Déclaration universelle des droits de l'homme, juste après la Deuxième Guerre mondiale, aux 2 pactes qui sont nés en 1966. N'est-ce pas? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pouvait donner des positions.
Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'était pas un texte international contraignant, était une déclaration. Lorsqu'il s'est agi d'avoir un instrument juridique international contraignant, les idées cachées ont fait surface. Finalement, on a pu avoir deux blocs de droits. Les droits civils et politiques, comme c'est des droits qui invitent les États à s'abstenir, c'est des droits des libertés. On a dit que c'est des droits contraignants, opposants aux États et justiciables. Et à côté, nous avons un deuxième bloc des droits sociaux, économiques et culturels qui sont des droits à statut problématique. On a vu toutes les oppositions qu'il y a. On les affirme des droits, mais on ne reconnaît pas la justiciabilité. Quel type de droit? Moi, je suis juriste de formation, c'est pour cela que je m'intéresse à cet aspect du débat. Je me dis qu'on gagnerait à la reconnaître comme des droits au même titre que ceux qu'on appelle deuxième génération. Et même à résister contre le discours consistant à dire qu'il y a des droits de première ou de deuxième génération. En réalité, les droits de l'homme sont des droits indivisibles. N'est-ce pas? Il faudrait qu'on réussisse à pouvoir les diviser en des catégories ou en des générations. Et c'est des droits interdépendants. On ne peut pas mettre en œuvre un aspect de ce droit ou un des droits et ne pas avoir des effets sur l'autre. Et c'est le droit universel. Et le tout, l'indivisibilité, l'universalité et l'interdépendance n'a d'effet que dans les obligations, dans le caractère contraignant que cela implique. Et c'est pour cela que notre approche, lorsqu'on valoriserait les droits, pourrait changer et ne pas partager l'opinion anesthésiste, peut-être à mon avis, anesthésiste promu par les institutions qu'on connaît bien, les banques mondiales, les consorts, qui voulaient simplement maintenir la possibilité de pouvoir être un agent du marché. Et non l'être humain en tant qu'être, avec toute sa dignité et toutes les implications que cela a. C'est pour cela que je me dis, je suis très mobilisé par le développement que Armando a fait sur l'alerte, attirer l'attention des gens sur cette dimension. Je penserais qu'on doit beaucoup plus affiner le plus de position là-dessus et savoir aborder ce sujet sous l'angle du droit. Pour l'expérience brésilienne, j'ai une question. J'ai dû attendre, parce que ce n'est pas garanti l'interprétariat, ce n'est pas dans la même langue, j'ai pu apporter quelques idées générales. J'ai envie de poser une question. Lorsqu'on s'est présenté comme étant une phase transitoire ou intermédiaire, il n'y a pas un discours politique aussi affiné, mais il y a un ensemble de programmes, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dû comprendre. Et il faut maintenant intégrer la réponse dans un système purement politique, harmonisé et répondrait à, comment on appelle, à une vision vraiment clarifiée, qui n'est pas encore en termes de système unifié. Et concrètement, quelle explication peut-on donner à justement ce état de fait? Parce qu'il y a justement une explication. Pour le moment, je n'arrive pas bien à percevoir. Deuxième question, c'est que l'une des interventions, j'ai dû entendre qu'il y a un moment où les mouvements sociaux avaient un statut peu clair ou pas assez audible pour une certaine phase. Qu'est-ce qui l'explique? C'est un peu la dimension. Pour la question, la dernière intervention, sur la présentation des études, j'avoue que j'étais un peu perdu. Ça a présenté beaucoup plus des appréciations internes. Oui? Je mettrai juste sur la dernière intervention. Oui, la présentation de l'enquête du Tunisie. Sur les niveaux de satisfaction, c'est un peu une tentative de caractérisation du système de santé tunisien. J'ai envie d'avoir une réponse sur le niveau national. Parce que les différents éléments d'appréciation, d'explication présentaient les différentes régions. Au plan national, concrètement, quel est le niveau de satisfaction globale? Avant de toucher les données désagrégées qui ont leur valeur,
Mais pour nous qui ne sommes pas tunisiens, d'abord des éléments de jugement au niveau de Tunisie, le système de santé a apprécié comment parlent les Tunisiens de façon globale. Avant d'éclater ces appréciations d'une région à une autre et qui pourrait se traduire à une échelle encore plus vaste. Mais je n'ai pas pu avoir capté en cas des éléments d'information qui donnent une idée de la position globale. Et maintenant, pourquoi l'enquête n'aborde pas le sujet comme un droit, en fait, le niveau de concrétisation d'un droit au niveau tunisien, au lieu d'aborder comme un aspect d'appréciation des sujets. Voilà en fait de façon à ramasser quelques questions et réflexions. Merci beaucoup. Très bien, très clair. Bon. Merci beaucoup. Je ne serai pas aussi long que Ibrahim. Donc, je félicite tous les orateurs et j'ai été vraiment très séduite donc, des différentes présentations que j'ai entendues ce matin. Donc, pour dire que le problème actuellement, donc, depuis la résolution des Nations Unies, donc l'actualité, c'est la couverture sanitaire donc universelle. Et je crois qu'il faut que nos dirigeants, nos politiques, puissent quand même y penser réellement et réfléchir comment faire participer à toute la population cette couverture dont on parle universelle. Parce qu'au Sénégal, je me pose la question, peut-être j'aurai la réponse avant de sortir. Donc pour dire qu'au niveau du Sénégal, le gouvernement s'attelle à mettre en place une couverture médicale universelle, la CEMU. Alors que au niveau mondial, donc je me demande est-ce que les deux concepts est la même chose. C'est des questions que je me pose. Donc parce qu'au Sénégal, on n'a pas la même perception peut-être que les autres ont au niveau de cette couverture sanitaire universelle. Donc pour dire qu'au Sénégal, la population, quand on parle de couverture médicale, croit que c'est des soins gratuits qu'on va offrir. Alors que l'entendement que nous avons, c'est de mettre en place les structures de santé, que les structures soient accessibles à la population, qu'il y ait des équipements, qu'il y ait du personnel qualifié et que peut-être à moins de coûts. Parce que ce que nous constatons actuellement, les personnes, les coûts sont très excessifs et les structures ne sont pas disponibles. Quelqu'un allait faire des soins, peut-être juste une simple consultation, peut-être le billet du transport sera supérieur au coût de la consultation. Vous voyez ce que cela fait. Les gens sont extrêmement pauvres. Et j'étais vraiment séduite quand Francine disait que la pauvreté extrême tue. Et c'est réel. C'est vraiment nous ce que nous vivons et c'est ce que nous observons. Maintenant au Sénégal, qui était un pays très calme, un pays vraiment où il faisait bon à vivre, maintenant c'est des séries d'immolations, c'est des tueries. Donc on en vit extrêmement, on ne peut pas rester 1 ou 2 jours sans entendre quelqu'un sinon. Pourquoi? Pour fuir la misère, pour fuir le système qui n'est pas le système que nous, nos politiques nous ont imposé. Si vous suivez l'actualité actuellement au Sénégal, il y a vraiment des tiraillements donc, entre l'argent qu'on a volé pour les faire restituer. La population s'engage à demander à ces anciens régimes de restituer toutes les ressources qu'ils ont prises. Ça pose énormément de problèmes. Donc vous voyez qu'il y a une dette hospitalière qui est importante. Les hôpitaux s'écroulent sous le poids de la dette hospitalière. Et ces dettes ont été créées uniquement par nos politiques, qui n'ont rien apporté au système sanitaire. Et vous voyez ce que cela fait. La personne, elle est malade, mais elle ne peut pas se faire soigner. Par exemple, peut-être il n'a pas les moyens d'aller vers les structures. S'il va vers les structures, peut-être qu'il ne trouvera pas de personnel qualifié pour le prendre en charge. S'il le trouve, peut-être qu'il n'a pas les moyens de se faire soigner, il n'a pas de médicaments. Donc vous voyez, c'est pour cela que ce matin, quand il est chant, excusez-moi de mal prononcer votre nom. Ichong. Ichong.
excusez-moi de ne pas pouvoir prononcer votre nom. Donc pour dire que les questions qu'il posait, c'était vraiment la vitrine des difficultés que nous vivons dans nos pays, surtout les pays subsahariens, les pays africains. Donc on a énormément de difficultés, énormément de problèmes. Donc pour que cette couverture universelle, je ne sais pas sous quel angle donc nos gouvernants vont les mettre en place, mais quand même pour nous, ce n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain. Merci beaucoup. Donc pour dire que, excusez-moi, pour dire que c'est vraiment regrettable. Parce que des forums comme ça, c'est des cadres de concertation, des cadres de solutions. On a d'énormes solutions qu'on peut mettre en place pour nos problèmes que nous vivons. Mais malheureusement, nos politiques ne participent pas à ces forums. Et c'est vraiment regrettable parce qu'ils pouvaient être parmi nous. Et ensemble, on pouvait vraiment trouver des solutions adéquates pour les problèmes que nous vivons dans nos pays respectifs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je laisse. Il y a d'autres questions, observations? Non? Alors, essayons-nous de faire quelques commentaires, réponses, non? Pas comme des réponses, mais comme des commentaires, contre-commentaires, parce qu'on va suivre ça demain aussi. Alors, je demande à Garance qu'il y a quelques aspects que je crois qu'il peut répondre ou provoquer. Très brièvement, la dernière intervenante, excusez-moi, je ne me rappelle pas de votre nom, a soulevé la question du Sénégal. J'ai entendu donc à la réunion interministérielle qui s'est tenue il y a un peu plus de 15 jours sur la couverture sanitaire universelle, j'ai entendu votre ministre de la Santé, Awa Coul Seck, qui a répondu en mettant en avant que le Sénégal allait mettre sur pied la couverture sanitaire universelle, et en même temps, elle a jeté à deux moments un pavé dans la mare, un gros pavé. Au moment où la Thaïlande a soulevé la question que l'OMS, sous pression de la Banque mondiale, a refusé de faire quelque chose, d'implémenter un code sur la migration, le fait que les pays riches volent les médecins des pays d'Afrique en particulier. Et que l'OMS a refusé de s'engager là-dessus. La Thaïlande a lancé une grande discussion. Et à un moment, Awa Coul Seck est intervenu pour dire nous, il faudrait qu'on embauche au minimum 10 000 médecins par an, mais la Banque mondiale ne nous permet que d'en embaucher 5 000. Elle a dit, je laisse là ce que je voudrais dire. Elle a dit une autre chose. Je me souviens qu'il a peur de... Oui, elle a dit aussi, elle a fait une mise en garde. Elle a dit, si la couverture sanitaire universelle pour le pauvre Sénégalais, ça signifie qu'il aura seulement accès à de pauvres soins de santé et qu'il n'aura pas accès à l'hôpital, il va dire, je m'en fous de votre couverture universelle, je n'en veux pas. Ça, c'était le deuxième pavé dans la mare qu'elle a jeté à cette intervention. C'était intéressant parce que c'est pas un révolutionnaire, Awa Coul Seck, moi je la connais depuis 30 ans, mais c'est quelqu'un qui est dans une position, elle est ministre, elle doit faire quelque chose, et puis en même temps, elle voit la réalité de tout ce qu'il y a qui va empêcher de mettre une couverture universelle en place. Et ça répond, je pense, à votre question, monsieur, parce que c'est effectivement ça la situation dans les pays. Il y a des résolutions d'un côté, mais il y a de l'autre côté deux tendances très claires, et même les Français très modérés disent qu'ils ont fait des compromis, se décrit dans le journal, ils ont fait des compromis avec les Anglais, parce que les Anglais préfèrent un système charitable. Donc vous avez la Banque mondiale, l'Angleterre, qui joue un rôle clé au niveau mondial, qui est un gouvernement très réactionnaire à l'actuel, avec les États-Unis, qui veulent dicter au monde un système de ciblage, un système de charité. Et vous avez des gens qui sont les gens de la santé, qui ne sont pas les gens de la finance, notamment en Allemagne et en France, qui sont les gens de la santé, pas les gens de la finance, c'est pas la même politique. Et des gens des pays en voie de développement, ou très développés, comme la Corée, qui argumentent pour des systèmes universels. Et une dernière commentaire, monsieur du Maroc, là, vous avez parlé de la Somalie, n'est-ce pas?
Vous avez parlé, vous avez mentionné la Somalie. Dans l'état, c'est intéressant de se rappeler. Moi, j'aime bien Hajun Chang, l'économiste, qui rappelle, et d'autres économistes ont rappelé, qu'il y a 50 ans, la Somalie et la Corée du Sud étaient au même niveau, c'est-à-dire 90% de la pauvreté. Essayez de comparer aujourd'hui la Somalie et la Corée. Quelle est la différence? La différence, c'est les institutions macroéconomiques. Dans un cas, vous avez un pays qui se débrouille pour développer sa propre industrie, et dans un autre cas, vous avez un pays qui vit sous la dictature du FMI et de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, c'est la destruction, la désindustrialisation, la destruction programmée de l'Afrique qui a été mise en place par les institutions ultralibérales. Où est-ce qu'il est appliqué? Ça a été les coups d'État en Amérique latine, ça a été en Russie, et aujourd'hui c'est en Europe. On a un ennemi commun. Et on peut avoir le bien-être pour tous si on s'allie et on repart dans une direction opposée. En identifiant bien que les mêmes qui veulent détruire l'Afrique sont les mêmes qui veulent détruire l'Europe. C'est la même chose. Ok. Question. Thank you very much for comments, and I think I'd like to answer two questions about human rights issue and universal health. First, my friend from Tunis rightly pointed out the importance of the human rights issues and the importance of translating human rights issues into laws. I fully agree to that point, but there is a catch. First of all, recently in Kenya, Kenyatta was elected despite huge scandal about his crime against human rights. Even opposition parties wanted to take him to the International Criminal Court, but people elected him as president through democratic system. I think it is very important to establish law, and it is very important to emphasize human rights, but without people's participation, without people's political awareness, without people's passion about justice, it is meaningless. So we have to strike the balance. And we have to pay attention to human rights laws, but also we have to pay attention to political empowerment of people. So I think there is the importance of civil society organization. I think we have to take two-track strategies. And my second answer to second question about universal health coverage. I think sometimes we have to distinguish conceptual issue from political strategical issue. Conceptually, resolution passed last year was about coverage. It is a resolution for universal health coverage. So if the country has a constitution that where health care is entitled to every population, conceptually it is universal health coverage. Universal health coverage was enshrined in the constitution. But as you said, if there is a huge cost to get access to that service, there is a problem. But it is not a problem related to universal health coverage. It is the problem related to infrastructure. It is related to the problem related to income inequality, poverty. So that's why when we talk about universal health care system, we are not supposed to talk about only healthcare system. We have to talk about political system. We have to talk about minimum wage. We have to talk about rights to associate, like the trade union, and all those human rights and political rights. All those dimensions. So we have to situate healthcare system issues within a broad development strategy. That is related to second issue. Political strategical issue. Even though you have a constitutional clause to guarantee that every citizen is entitled to healthcare service, but if you found any problem, any difficulty, you have to utilize that clause to make it
realized. For instance, if there is a law that every citizen is entitled to a healthcare system, but you cannot get access to the service because of this and that problem, you have to combine those two issues together and then claim to government, people, and make a movement. I think that is political strategy. In that case, we don't have to accept that we have universal health coverage. There is a clause in the Constitution to guarantee universal health coverage, but we are not covered. You know, that kind of political strategy. So I think in the articles and theses and books, maybe people say, okay, this country has universal coverage according to the Constitution, but that is a conceptual issue. Politically, we have to be different. So I would recommend scholars to write both sides of issue, conceptual issue and political issue. Sometimes we do in this way. In theory, country A has universal health coverage, but actual coverage is not universal. So we may have to distinguish those two issues separately, and we have to utilize or take advantage of those two issues when we make political strategy to engage with political process. Okay, we have 3 people, and our interpreters are menacing me. So we have 1 minute for each one. 1 minute, each one. So, Assis, 1 minute. Je pense que la question que est soulevée par Ibrahim, c'est l'approche droit. Je pense que l'approche droit, son point faible, c'est la progressivité dans l'application. C'est tout pour les décès. C'est depuis 66, depuis le Pacte international des droits économiques et socioculturels, que les États sont engagés à réaliser les droits, mais d'une manière progressive. Mais on n'arrive pas encore à mesurer cette progressivité. Ça, d'une part. Deuxièmement, c'est lorsqu'on parle de la sécurité sociale et de la protection, je pense qu'il faut la poser de manière comme un moyen de développement. Avec, dans ce moment de crise internationale, il faut repenser que la consommation interne doit augmenter. Pour augmenter, il faut essayer de penser la protection sociale comme un levier de développement et pas comme une charge sociale pour l'État. 1 minute. 1 minute. Pour répondre à la... Fort. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'est pas dans ce que j'ai présenté. J'essaie pas de dire voilà l'état sanitaire dans tel ou la satisfaction dans telle ou telle chose, elle est au-dessus ou bien au-dessous de la norme. Mais on essaie juste de dégager des disparités régionales. Donc il se peut que les méthodes, la valeur médecine, la valeur au milieu, il se peut qu'elle est insatisfaisante. Il n'est pas possible qu'elle est insatisfaisante. Mais le but, c'est de dégager la disparité entre les régions du gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est la raison sur laquelle s'est basée la révolution tunisienne, etc. Puis qu'il y a une disparité en système social et justement en système sanitaire. Donc c'est juste de dégager la disparité. Okay. Et l'échantillon, ça a été de 2800 individus, de 2800 écoles. Merci. Okay. Então, são 2 coisas. Eu estou cansada, mas eu queria deixar uma pergunta ao companheiro Níger. Ele fez uma pergunta, eu não entendi se foi respondido. O que pensa a ONU sobre o sistema de proteção social? Eu acho que a ONU pensa focalizado, todos os organismos da ONU, todos, não pensam na proteção social universal. Isso é uma posição da ONU, na minha opinião, muito para nós. Eu acho que, bom, é uma opinião minha que eu tenho sentido aí nas participações que eu tenho feito. E segundo, que na apresentação dos companheiros de turno da Tunísia, eu senti falta de compreender, mas eu acho que a gente tem até amanhã para saber um pouco mais, é um sistema de proteção total mesmo, seguridade social, eu entendi muito sobre as questões da saúde
15 secondes. I'll take this into English first. So first of all, two things briefly, as I'm rather tired. The question from the gentleman from Niger. How do the UN stand regarding social protection? I think all of the institutions of the UN really do not take social protection into account. And I think that their policies are terrible for us. Secondly, the gentleman from Tunisia. Now, I don't think I got a very full understanding of the situation you're describing, but we can continue tomorrow. So, we did hear a bit about health, which was certainly interesting, but I would be interested to hear more about the universal system, and I look forward to hearing more about that tomorrow, as today I'm tired of cold. Thank you. Diante dessa diversidade de concepção e de processos políticos históricos, eu acho que a gente tem que pensar melhor um método, né, de trabalho para o Fórum Social Mundial de Saúde, em que marco nós vamos fazer o debate da proteção social com ênfase na saúde. Discutir proteção social no marco do Estado capitalista e numa projeção e afirmação de um Estado de bem-estar social, ou irmos para além desse marco, ou discutir para além desse marco, né, desse marco possível do capitalismo, ou no marco de um projeto societário que reafirma necessidades humanas, reafirma autonomia política, autonomia dos países, da sociedade, e que papel da sociedade também. Então eu acho que a gente tem que definir melhor o método dessa abordagem, se é no marco do capitalismo, entre o papel diferenciado do debate, o papel do Estado, o papel da sociedade, inclusive das Nações Unidas. Se vamos discutir projetos societários, também é bem mais complexo, e aí é reforma política, é reforma do sistema político, é reforma civilizatória, né? Então, em que marco nós vamos fazer o debate? Direitos humanos não é o suficiente. Direitos humanos como um referencial político, teórico, indivisível, também não é o suficiente para definir estratégias comuns. Então, sim, porque direitos humanos também depende da necessidade humana, e o que determina essa necessidade. Por exemplo, no Brasil, a gente avançou na saúde pública universal, mas não significa no mesmo patamar universalização da água ou qualidade da água. Então, direitos humanos, mas sobre que marcos de necessidades humanas? Então, para mim é complexo. I'll just say, so we've heard like various different ideas, we've heard about historical and political processes, but we also need to talk about the method that should be used for this forum. How should we debate social protection with special regard to health? Should we carry out this debate within the framework of the capitalist system, or should we go beyond this framework and look at social projects, take into account political autonomy, national autonomy, social autonomy, and also the role of society as a whole? We should define mechanisms. We should also look at the role of national governments, countries, and even the role of the UN. If we debate social projects, then we should also look at reform in terms of the political system and in other regards. My second question is, what is the framework we should use? We can't just look at human rights, although these are important. They are not enough. We need to go beyond this to find a common strategy. Because human rights depend on human needs. For example, in the case of Brazil, where there's been progress in the area of public health, however, this has not boiled down to universalisation of access to water, or indeed universal improvements in the quality of water.